avec Josiane Dupont, donc, qui a été missionnée dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté par le conseil départemental pour réaliser donc, un diagnostic de la situation de l'illettrisme et qui a donné lieu à des estimations. Et donc, le diagnostic a été mis en ligne, également une synthèse du diagnostic. Et c'est accessible sur la page Facebook du collectif Illettrisme 08 également. Et donc là, c'était l'occasion donc, de présenter justement la méthode qui a eu lieu, que Josiane a utilisée, et puis à la fois les enjeux et puis les conclusions un peu de ce diagnostic. Donc je te laisse continuer. Merci Jean-Rémy, merci. Donc je vous resalue tous. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour réaliser ce diagnostic. Donc alors c'était des conditions qui n'étaient pas forcément très aisées, puisque j'ai démarré en mars de l'année dernière, mars 2020, au moment où le confinement commençait. C'est-à-dire que... ça résonne, c'est normal. Je me suis adaptée, j'ai fait beaucoup de choses à distance, puisque c'est comme ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Le but mais malgré tout, j'ai quand même reçu toujours un très très bon accueil sur cette question de l'illettrisme auprès des différents acteurs. Et puis ceux que je n'ai pas pu contacter, j'ai pu les avoir un petit peu plus tard, ce qui m'a permis de réaliser cette enquête, qui n'est pas une enquête statistique, c'est une estimation. Alors, la technique pour le diapo, c'est le bouton de gauche. Non, c'est le bouton de droite. Voilà. Donc, comme Jean-Rémy vous l'a dit, ça s'inscrit dans le cadre du plan pauvreté. Et l'idée, c'était de construire une dynamique pour construire un plan de lutte contre l'illettrisme, qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on sache de quoi il s'agissait. Donc, pourquoi... Ah non, alors je ne vais pas dans le bon sens. Il faut que je reste appuyée, m'a-t-il dit. Voilà. Donc, pour estimer cette situation de l'illettrisme dans les Ardennes, je vais commencer à me détendre un petit peu. J'ai contacté différents acteurs de tous horizons. C'est-à-dire que pour moi, ce qui était important, c'était de parler avec des personnes qui sont au contact avec des personnes en situation d'illettrisme, qu'elles sachent ou non ce qui se passait pour ces individus. C'est-à-dire des personnes du domaine de la remédiation avec la langue, des personnes qui sont des travailleurs sociaux ou des travailleurs lambda ou des bénévoles qui rencontrent des personnes dans la vie courante, quotidienne, professionnelle et qui peuvent être au contact de personnes en situation d'illettrisme. C'était vraiment ça mon intention. Du coup, j'ai rencontré, je vous ai fait une petite liste, comme ça, de personnes que je remercie encore d'avoir répondu à mon appel, à mes appels, donc, puisqu'ils ne me connaissaient pas. Et il y a bien des personnes que j'ai découvertes qu'en 2021, physiquement, je veux dire. Donc, la culture, les bibliothèques, des bénévoles et des professionnels, les associations caritatives, les Restos du Cœur, l'Armée du Salut, je vais en oublier certainement, Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge, les centres sociaux, alors les centres sociaux, ça a été très très difficile, les CCAS également, en plein Covid, les personnes avaient d'autres choses à faire et s'occupaient d'ailleurs des bénéficiaires qui, comme le disait Eric tout à l'heure, avaient des problèmes parce qu'ils ne pouvaient pas, la poste était fermée, ils ne pouvaient pas aller rechercher d'argent, etc. Je suis allée voir également, où j'ai rencontré des personnes liées à l'emploi, Pôle emploi, les missions locales. J'ai essayé les chambres consulaires, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Par contre, la CPAM, la CAF, la MSA ont vraiment répondu présent, l'UDAF également, pour répondre à mes questions. Dans ce qui concerne l'insertion, tous les référents, alors j'ai perdu leur nom,
les référents qui s'occupent des personnes qui sont bénéficiaires du RSA. J'ai pu en contacter pas mal, des chantiers d'insertion, des associations comme Partage Travail ou les auto-écoles solidaires. C'est vraiment très varié. J'ai eu beaucoup de MSAP quand même et de Maison France Service, des personnes également de la réussite éducative. À la région Grand Est, ça n'a pas été simple, mais finalement, il y a quand même aujourd'hui 2 personnes de la région qui sont mobilisées, qui font partie du collectif, puisque l'intention également derrière ces entretiens que j'ai menés, c'était de solliciter les personnes que j'avais au bout du fil pour pouvoir analyser le diagnostic. Moi, mon rôle n'était pas de faire des propositions et des fiches projets, mais vraiment de m'entretenir avec des personnes qui avaient envie qui se sentaient mobilisées sur le sujet, qui avaient envie de réfléchir et de penser à des solutions. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'il y a un collectif d'environ 30 personnes qui s'est réuni dès septembre 2020 et qui a continué au gré d'une réunion par mois depuis le début 2021. Donc, pour illustrer l'illettrisme, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, et comme le disaient également ce matin les personnes de la NLCI, c'est la dimension humaine. Je suis au contact des êtres humains en situation d'illettrisme. Et je remercie d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, 2 personnes qui viendront parler. Des personnes qui ont des sentiments, des émotions et qui peuvent être bousculées par des difficultés dans la vie courante. Donc c'est cette réalité de terrain qui m'intéresse, et la vie quotidienne, c'est-à-dire quand on est en situation d'accueil, quand on travaille avec un public, comment ça se passe? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'illettrisme? Des situations qui sont impactées par l'illettrisme. Et là, j'ai pu me rendre compte que 80% de mes interlocuteurs ne savaient pas ce qu'était l'illettrisme. Pour beaucoup de monde, l'illettrisme, c'est être analphabète, c'est-à-dire n'être jamais à l'école, ou alors être FLE, c'est-à-dire arriver d'un pays étranger et apprendre le français. Mais ça n'est pas comment les personnes ne s'imaginaient pas qu'on puisse aller à l'école et sortir avec des difficultés de lecture, d'écriture, de calcul et de compréhension orale ou écrite d'ailleurs. Donc, ça a permis d'évaluer les écarts entre les attendus et ce qui se passe. Une enquête via un formulaire sur Internet qui n'a pas reçu beaucoup de réponses pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, et des entretiens individuels. Mais j'ai quand même eu un retour de 120 questionnaires et 70 interlocuteurs au téléphone ou de visu ou en visio, en tous les cas. Donc, je vais passer un peu vite. Il n'y a pas eu de concertation entre ces personnes auparavant. Personne, je les informais. Je les informais de la mission qui m'était confiée par le département via la bibliothèque, mais ils ne savaient pas que ça allait leur arriver. Et puis ensuite, ce diagnostic, pareil, pour moi, pour garder la dimension humaine, j'ai fait une compilation des propos et des expériences de ce qui se passe dans la vie courante des professionnels et des bénévoles, aussi bien de responsables de services, puisque j'ai été invitée à des réunions, en particulier des réunions des maisons des solidarités. Je vais me tromper souvent dans les intitulés, dans les maisons des solidarités sur les territoires, où je rencontrais plusieurs personnes d'un coup. J'ai pu aussi contacter des élus, des services de l'État, des collectivités territoriales. Par exemple, je vais nommer quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais son territoire est représenté, les Portes du Luxembourg. Et d'ailleurs, c'est un élu qui est là aujourd'hui. Des organismes qui luttent contre l'échec scolaire, comme la réussite éducative, ou contre l'illettrisme, des centres de formation, j'espère, qui n'est pas là aujourd'hui, je crois, mais qui travaille dans le domaine. Donc, c'est-à-dire des chefs de service, et puis des personnes de terrain et toutes les personnes intermédiaires. Et c'était vraiment très intéressant. Et dans les responsables de service, ça a permis aussi au niveau du département, je regarde Jean-Rémy, d'informer un peu plus haut ce qui se passait sur le terrain.
Donc, les conséquences de ce diagnostic, comme je vous le disais, ça a initié une sensibilisation à l'illettrisme, puisqu'à chaque fois, j'expliquais ce que c'était. Ça a réformé quelques idées reçues, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, tout le monde sait lire et écrire, et qu'on peut dire à quelqu'un qui arrive à l'accueil, qui vient vous demander ben, « j'ai rendez-vous, c'est bien ici », et vous allez répondre ben, « regardez, c'est écrit ». Alors là, forcément, ça peut être mal vécu. Ça a mobilisé beaucoup d'acteurs professionnels et bénévoles, et ça a permis de constituer ce collectif. Et ça a surtout amorcé cette synergie partenariale parce qu'effectivement, il y a réellement un moteur qui s'est mis en route dans les Ardennes. Alors, les objectifs, créer des environnements bienveillants. Attention, environnement, c'est pas les arbres ni l'eau. Et puis bienveillant, c'est pas non plus les bisounours. C'est-à-dire qu'environnement bienveillant, c'est amener, ça nous permet aujourd'hui de se rendre compte qu'il y a besoin, il y a besoin de sensibiliser les personnes à l'illettrisme et de faire travailler, évoluer les personnes sur leur posture quand elles travaillent avec des personnes en situation d'illettrisme et qu'elles ne le savent pas, ou un peu, et qu'elles ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire comment on pourrait changer de posture et prendre en compte les difficultés des personnes qui font la démarche d'aller vers vous et qu'on va heurter alors que ça n'est pas votre intention. C'est ça, hein, les environnements bienveillants. Tu as peut-être un petit exemple pour illustrer? Alors, l'exemple pour illustrer, c'est je viens à l'accueil, donc j'ai des difficultés à faire mes papiers, je viens à l'accueil, hein, cette personne, elle va venir à l'accueil, elle a pris son courage à deux mains, ça fait au moins 15 jours qu'elle en parle, elle a essayé de le donner à quelqu'un d'autre, et puis elle finit par y aller, et elle arrive à l'accueil, elle va exposer sa situation. Et on va lui dire, ah ben non, mais madame, là, moi, je ne peux pas vous renseigner, mais je vais vous donner un rendez-vous, il faudra revenir demain. Et là, la personne, ça peut générer des conflits, hein, puisque du coup, ça va créer des émotions. Ça peut générer des conflits. Et puis, du coup, la personne qui est à l'accueil, elle va se retrouver dans une situation de conflit qui est difficile à gérer pour elle. Elle ne sait pas ce qui se passe pour la personne qui se met en colère, puisque ce qu'elle voit, c'est une personne qui se met en colère et qui ne veut pas aller au rendez-vous du lendemain. Et celle qui ne veut pas aller au rendez-vous du lendemain, elle va rentrer chez elle en disant « c'est fini, je n'irai plus les voir ». Et puis, on devient visible, c'est-à-dire qu'on va plus vouloir avoir accès à ses droits parce que finalement la personne de l'accueil, excusez-moi pour c'est pas la personne de l'accueil, elle va être stigmatisée, pas aimable, etc., etc. C'est ça. Ça va? Ça répond? Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas, comme l'a fait Jean-Rémy. Et évitez de contourner, je vais revenir un peu en arrière, évitez de contourner de part et d'autre des difficultés, c'est-à-dire, pareil, il y a un exemple, la personne en situation d'illettrisme, vous allez lui donner un dossier à remplir. Oh, vous pouvez me le remplir parce que j'ai pas mes lunettes, j'ai pas de stylo, puis vous avez l'habitude d'écrire. Bon. Ah mais non, mais monsieur, je ne peux pas écrire. Et puis, comme la personne qui est à l'accueil ou en entretien, il faut qu'elle fasse son dossier. Donc, elle va trouver, elle aussi, des stratégies pour que le dossier soit rempli. Bon, attendez, alors vous me dites ça. Bon, écoutez, là, je mets mon doigt là, vous pouvez mettre une croix. Mais c'est vous qui mettez la croix. Vous voyez, c'est ça, les stratégies. Les personnes en situation d'illettrisme ne savent pas faire, vont demander de l'aide et trouver des stratégies, et les professionnels vont remplir leur dossier par des stratégies. Tout le monde fait ce qu'il peut. Les enjeux. Donc, je vais vous dérouler ce diaporama, vous donner des explications au gré de ces 3 items. C'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, plutôt aller sur le champ de la compréhension des situations d'illettrisme en vous donnant quelques chiffres. Je tâcherai de ne pas trop m'éterniser sur les chiffres. De toute façon, ce diaporama pourra être mis à votre disposition si vous le souhaitez. Dans un deuxième temps, on pourra nommer les besoins des structures et des individus, puisque finalement, ça répond à 2 questions que j'ai posées lors de mes entretiens, et présenter des propositions en matière de lutte contre l'illettrisme. Alors, rapidement, l'illettrisme, ça a été créé par ATD Quart Monde.
une dimension qui accentue la pauvreté, hein, et pendant longtemps, l'illettrisme, c'était synonyme d'exclusion sociale. D'ailleurs, le mot illettré n'est pas très joli. C'est pas très joli parce que c'est une vision plutôt négative et réductrice. Et les idées reçues persistent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, souvent va vous répondre, elle ne sait ni lire ni écrire, elle ne sait rien faire. Moi-même, avec des personnes en situation d'illettrisme, c'est un travail que je fais, je leur demande, hein, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est ce qu'on me répond. Aujourd'hui, on parle plus de situation d'illettrisme, on s'en réfère un peu au monde du handicap, où là, du coup, on est plus dans la prise en compte globale de la personne. Par contre, il y a des difficultés liées à l'illettrisme. Alors, par rapport à l'usage de la langue, les personnes en FLE ou analphabètes, elles vont s'appuyer sur les enfants, elles vont aller dans les centres sociaux, elles vont aller dans les structures parce qu'elles ont besoin de relations sociales. Ça va les valoriser et puis ça va les aider à devenir plus autonomes dans la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel pour ces personnes-là. Et c'est même des fois presque une revanche à prendre pour s'installer, faire sa place. Alors que les personnes en situation d'illettrisme, elles vont cacher leurs difficultés, mais par contre, elles font preuve d'une grande créativité. C'est toujours des rois de la débrouille, hein. Moi, c'est des personnes que je rencontre très, très souvent. Et je trouve que ce mot de roi ou reine de la débrouille, ça leur va bien, parce qu'ils inventent toujours des choses. Parler à son téléphone, ah ben oui, mais il a des problèmes, il parle à son téléphone. Il faut le faire de parler à son téléphone pour savoir à quel endroit je vais aller et arriver à l'heure, sans savoir calculer les heures. Donc ils vont contourner leur stratégie, ils vont inventer plein de stratagèmes, de façon à ce que ça ne se voit pas, surtout. Et ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance, paradoxalement, à ce que j'ai dit précédemment pour les personnes FLE, c'est-à-dire que là, ils vont faire confiance à leur supérieur hiérarchique pour les gens qui travaillent. Donc, je travaille beaucoup avec le CNFPT, les agents, c'est leur chef de proximité, leur N+1 qui remplit les feuilles de congé, etc. Et puis, j'entends dire, ah ben oui, mais dans ma feuille d'heure, il me dit toujours que j'ai des heures à lui rendre. Et puis moi, j'arrête pas d'en rendre des heures. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais il est obligé de faire confiance. On va faire confiance au travailleur social, à l'agent d'accueil, à l'administration. Et c'est pas confortable. C'est pas confortable, c'est-à-dire que à l'intérieur de moi, quand je suis en situation d'illettrisme, je suis impactée. Nous-mêmes, quand on vit des premières fois, ou quand on va prendre le train, on monte dans le train, c'est bien le train pour Charleville-Mézières? Oui, oui, vous pouvez vous asseoir. Et vous savez, et pourtant, on a lu le panneau, on a regardé l'heure, on a regardé devant le wagon. Et bien pour ces personnes-là, c'est pareil, mais les situations sont multiples. Alors, les comportements, quand on a 25 ans, les moins de 25 ans ou un petit peu plus, c'est pas grave, hein, je vais faire mon trou, j'ai un travail, je vais trouver un travail et je vais montrer de quoi je suis capable. Donc, on dirait qu'ils ne s'en préoccupent pas, hein. Quand on a 45 ans, moyenne d'âge des personnes qui ont envie de remédier à l'illettrisme, à leurs difficultés, je vais plutôt le dire comme ça, oui, c'est des personnes qui ont envie d'aller en formation, de faire quelque chose, un peu plus. C'est-à-dire qu'ils ont attendu 45 ans pour oser faire face au regard des autres, au jugement des autres. 55 ans, on éprouve toujours de la honte. De toute façon, la honte fait partie de toute la vie de ces personnes-là. Et très peu de personnes en situation d'illettrisme vont en formation d'elles-mêmes. Un handicap invisible, je vais passer rapidement. Grande créativité, je leur ai dit ça, je l'ai déjà dit, je les tourne à l'envers. Elles sont très complexées par leurs difficultés, elles ont peur d'être découvertes, jugées, mal jugées. Elles éprouvent de la honte, un sentiment d'échec. Des fois, penser qu'elles manquent d'intelligence, ce qui est rarement le cas. Surtout un grand manque de confiance et un sentiment d'injustice qui est toujours présent et qui peut générer ces situations conflictuelles. Je vais à mon rendez-vous, j'ai mis toutes les chances de mon côté et on me dit qu'il faut que je revienne le lendemain. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein. C'est-à-dire que mes efforts ne sont pas pris en compte. L'illettrisme,
c'est une histoire de vie, c'est des souffrances, des ressentis individuels. C'est ça qui est important, c'est des ressentis individuels. Et ça ne sera jamais pareil pour chaque individu. Ça impacte la personne dans ses relations, dans ses représentations sociales, dans la vie sociale et professionnelle. Alors, c'est par là qu'il faut que je tourne la truc. La manette, c'est aussi un repli sur soi à la longue, parce que pour les personnes qui ne sont pas en emploi, c'est aussi plus de difficultés pour l'insertion professionnelle. Il y a moins de ressources pour les loisirs, il y a moins de fréquentation sociale et des souvenirs de l'enfance qui sont plus douloureux. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui me dit « Moi, je ne suis pas allée beaucoup à l'école parce que, moi, ma préoccupation, quand il avait 8 ans, et c'était déjà avant, ma préoccupation le matin, c'était trouver à manger. » Donc, vous imaginez bien que quand l'assistante sociale venait et qu'il allait à l'école, eh bien, il n'était pas concentré sur les apprentissages, mais sur où est-ce qu'il allait aller pour trouver à manger. D'ailleurs, dès qu'il a pu aller en CPPN, il a choisi atelier cuisine. Et après, il a mangé. Des inconforts multipliés, multiples et multipliés. Globalement, ce sont des personnes qui connaissent le système, mais qui connaissent peu ou pas leurs droits, ou qui ne sont pas à l'aise, en tous les cas, avec les dossiers, qui éprouvent des difficultés à comprendre l'organisation, accueil 1, accueil 2, le fonctionnement des structures, et qui attendent des réponses dès le premier accueil. C'est-à-dire qu'ils attendent des réponses auprès de la première personne qu'ils vont aller rencontrer. Alors, si on va vers le niveau de vie, les personnes, 30% des ménages de bas revenus ont des difficultés avec l'écrit. Ça représente 12% sur l'ensemble de la population. Les pistes de remédiation, j'en mets un petit peu au fur et à mesure, c'est la démarche pédagogique à développer, construire la confiance, puisque ces personnes-là ont besoin d'être en confiance, restaurer une image positive du soi et organiser un contexte incitatif. Et le problème de la situation d'apprentissage, permettre à la compétence de se développer et quelles compétences les personnes ont envie ou besoin de développer. Alors, quelques chiffres. Je ne vais pas faire concurrence à la NLCI. Moi, les 7%, j'entends bien les 7%, mais 7%, il y a 4 niveaux dans la grille de la NLCI, la grille des savoirs de base. 7%, ça s'appuie sur les niveaux 1 et 2. Si on creuse un petit peu plus, on se rend compte que 16% des 18-65 ans, c'est sur votre plaquette, des 18-65 ans sont en situation d'illettrisme ou en difficulté avec la langue, et 22,7% des jeunes, 14% dans la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, on est entiers, on est allé à l'école, on a tous oublié quelque chose dans une classe. C'est-à-dire que j'apprends des choses, je sais des choses du niveau 1, je sais des choses du niveau 2, je sais des fois des choses du niveau 3 et du niveau 4, et pourtant, je vais ressortir sur un niveau 2. Alors là, je parle de EvaCob, qui est l'outil d'évaluation de la NLCI. Je vais ressortir sur un niveau 1 ou 2, et pourtant, je sais des choses en niveau 3 et 4. Il y a des personnes qui ressortent sur un niveau 3 ou 4 qui n'ont pas conscience de ce qu'elles savent, et qui ne savent pas utiliser leur savoir, qu'ils ont peur de rayer. Enfin, il y a plein de comportements autour de ça. Ça, c'est les savoirs, les 4 niveaux, le bagage avec lequel on est censé sortir en 3e pour continuer. Si ce bagage est fragile, si on n'utilise pas son savoir, ses acquisitions, on va perdre. Donc, si le bagage est moindre, il va s'atténuer encore plus. Donc, 7% oui, mais pas que. Dans les Ardennes, voilà, et c'est important de prendre toutes ces difficultés. Vous verrez, nos 2 témoins nous parleront un petit peu plus de ça. Dans les Ardennes, alors je reprends, excusez-moi, je tourne mes feuilles pour retrouver. Dans les Ardennes, donc je vous ai mis le nombre d'habitants, que vous connaissez sans doute. Je vous ai mis un taux de population pour qu'on ait un petit peu des chiffres. Et on représente 5% de la population du Grand Est. L'emploi, 89 000 actifs.
Je vous ai mis le taux de chômage, qui est un petit peu plus élevé, 9,8 dans les Ardennes que dans le Grand Est ou dans la France métropolitaine, et ainsi que la répartition par âge. Revenons aux 7%, j'en veux. Revenons aux 7%. Donc 7%, c'était l'enquête qui a été faite, comme l'a dit Olivier, 2011. On avait que ces chiffres-là. En 2004, on était à 9%. Je vous rappelle, niveau 1 et 2. En Champagne-Ardenne, à cette époque-là, c'est-à-dire en 2004, il y a eu une enquête pour la Champagne-Ardenne, nous étions déjà à 15%. Donc vous voyez que ce que j'ai mis en vert, c'est qu'une estimation de ma part et certainement pas le calcul que feraient des statisticiens. Mais ce que j'ai fait, c'est-à-dire que si on descend de 2 points, peut-être qu'on descend de 2 points, ce qui nous amènerait à 13. La réalité des Ardennes est sans doute plus proche de ce chiffre-là et je suis sur des niveaux 1 et 2. Les journées défense nous donnent un indicateur plus régulier, plus juste, 11,8. On est encore dans les profils dont parlait Olivier tout à l'heure, on est dans des bas niveaux de lecture. C'est-à-dire que la moitié... Et juste une précision, quand on dit du coup 10%, c'est 1 sur 10, une personne sur 10. Oui. Je trouve bien de le dire comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Merci Jean-Rémy. J'appuie. Donc, l'illettrisme dans les Ardennes, l'intention, c'est cette prise en compte globale de l'être humain, des acquisitions de compétences dans différents niveaux, des difficultés dans certains domaines, de la lecture et ou de l'écriture, de l'orientation dans le temps et dans l'espace, ce dont on parle très peu. Et pourtant, les calculs de durée, c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'ai rencontré des personnes qui habitaient à Sedan, qui venaient en formation au CNFPT à Charleville. On démarrait à 9h. Et quand j'arrivais à 8h, la personne était déjà là. Et puis un jour, du coup, on a parlé de ces horaires de train, etc. Mais non, mais moi j'aime bien, j'arrive à 7h30, comme ça j'ai le temps, je bois mon café, etc. Et en fait, ce qui est compliqué, je vais vous donner cet exemple-là parce qu'il est quand même parlant. Quand on creuse, c'est-à-dire que si son train, combien de temps votre train il est à quelle heure? Alors je vais dire 7h05. Combien de temps il vous faut pour aller à la gare? Oh à pied, j'en ai pour 10-12 minutes. Bon, à quelle heure faut partir? Ah je sais pas. Je ne sais pas, pour prendre mon train à 7h05, je ne sais pas combien de temps ça fait, à quelle heure il faut que je parte. C'est ça, le calcul d'heure, c'est extrêmement compliqué. Et l'orientation dans le temps et dans l'espace, du coup, ça crée des inconforts dont je parlais tout à l'heure. Et ça ne veut pas dire que cette personne-là ne sait ni lire ni écrire. Elle a des savoirs, mais elle a des difficultés dans certains domaines. Et la compréhension ou l'expression écrite ou orale, c'est-à-dire pas forcément utiliser les bons mots au bon moment, puisque dans la langue française, il y a quand même beaucoup de mots qui se ressemblent et on peut se tromper facilement. Alors, illettrisme et pauvreté, je suis passée un peu trop vite. Donc, plus le score de pauvreté croît, plus le taux d'illettrisme augmente. Il y a un lien. C'est aussi des personnes qui sont moins bien équipées. Et il y a une influence dans la pratique, je l'ai dit tout à l'heure, des loisirs, etc. 14% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en France. Donc, c'est vivre avec en dessous de 1 000 euros. Ça représente 9,3 millions de personnes. C'était un chiffre qui était stable jusqu'à 2014 et qui a tendance à progresser. Alors, si je vois ça dans les Ardennes, donc ça c'est une enquête de l'INSEE de 2018. Donc le quartier Rond de Couture, c'est une zone des plus pauvres de France. Il y a un taux de pauvreté de 60%. Ça serait le 59e quartier le plus pauvre de France. Et dans plusieurs quartiers de Sedan également, la moitié des habitants vivent en dessous du seuil des 1 000 euros par mois. Donc ça accentue notre question. Si on parle des Ardennes, alors je crois que je suis passée un petit peu trop vite. Excusez-moi, je fais... donc illettrisme et niveau de diplôme.
C'est important de regarder ces chiffres-là, de les avoir en tête, parce que je vous parlais du petit bagage, le bagage qu'on a à la sortie de troisième quand on est censé sortir de troisième à 16 ans. Il y a dans les Ardennes, des 15-24 ans, ça représente presque 30 000 habitants. Parmi eux, il y a 7 719 jeunes sans diplôme, sortis de l'école sans qualification, sans diplôme. Et il y en a un peu plus de 8 000 qui ont un CAP ou un BEP. Un niveau, et ce n'est pas obtenu. C'est-à-dire que quand ils n'obtiennent pas généralement leur diplôme, c'est la théorie qui coince, ce n'est pas la pratique. Ça veut dire que le petit bagage, alors je dis petit bagage, le bagage qu'ils ont reçu, des apprentissages, ils ne vont pas l'utiliser parce qu'ils ont peur de faire des fautes, parce qu'ils n'aiment pas leur écriture, parce qu'à la mission locale, c'est ce qu'on m'a dit, c'est les mamans qui vont remplir les dossiers. Et du coup, ils ne vont pas utiliser ce qu'ils savent et ils vont le perdre. Alors le perdre, ça ne veut pas dire que c'est perdu pour toujours, ça peut être réactivé, mais ils vont le perdre et surtout perdre la confiance en eux. Donc plus de la moitié des jeunes qui n'ont pas dépassé le collège ont des difficultés de lecture ou sont à même d'avoir des difficultés de lecture, d'écriture. J'ai fait des fois des raccourcis en mettant que lecture. Donc, maintenant, j'arrive un peu plus dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le résultat de mes entretiens. Avec les missions locales, ça représente 1873 jeunes accompagnés, sans diplôme ou un niveau CAP ou BEP, et qui ont des difficultés avec la langue. Ça représente 10 800 usagers des maisons des solidarités, 60% des usagers. Donc tout ça, c'est des personnes, ça se recoupe un peu, ça peut être les mêmes, mais ça représente quand même des chiffres qui peuvent faire peur, mais qui parlent en tous les cas. Dans les maisons des solidarités, alors c'était quoi que j'ai mis avant ? Ah non, c'est les maisons France Service, pardon. 60. Alors, dans les maisons France Service, quand je les ai appelés, pour eux, personne n'était en situation d'illettrisme. L'illectronisme, on sait de quoi on parle, mais l'illettrisme, non. 40% dans les maisons des solidarités. Et puis, les bénéficiaires du RSA, donc ce qui amène un taux de 70%, là, on parle des bénéficiaires du RSA qui sont suivis. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble. Je voulais apporter ce rectificatif. Tu veux poser une question ? Oui, sur ces données-là, ce sont des données qui sont liées aux entretiens que Josiane a réalisés chez tous les partenaires qui ont été mentionnés au départ. Et du coup, c'était une estimation par rapport au nombre de personnes quand tu as posé la question. C'est ça. Et qu'il y a des personnes qui peuvent être au RSA, aller dans les maisons des solidarités et dans les maisons France Service. Donc, ils vont être comptés plusieurs fois. Mais en tous les cas, ça veut dire, moi, mon propos, c'est aussi de montrer qu'on est en contact quotidien, des professionnels sont en contact quotidien avec des personnes en situation d'illettrisme. Alors, on parle d'invisibles, mais il y a aussi ces personnes-là, elles côtoient des personnes. Alors, si je continue un peu avec l'électronisme, ouh là là, il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère. L'électronisme, je vais passer rapidement, puisque Thomas, il en parlera dans son atelier cet après-midi. Ça te va, Thomas ? Voilà, je vous passe les diapos rapidement. L'électronisme, on en revient au FLE. Donc, les questions de la lutte contre l'illettrisme, les missions locales repèrent des situations. Il y a un manque de concertation avec les organismes, ça c'est général. On m'a souvent dit, et d'ailleurs c'est quelqu'un dans une mission locale, on est chacun dans son tuyau d'orgue et on fait notre job. Et puis on s'envoie les personnes d'une structure à une autre. Mais les personnes ont des compétences, il n'existe pas d'outils pour reconnaître et valoriser les compétences des personnes vers l'emploi. Il est nécessaire de s'outiller, et on parle là bien de professionnalisation des personnes qui sont à l'accueil, comment changer de posture. Une formation qui a été mise en place par le collectif proposé par l'Observatoire de la lecture en septembre, où de nombreux travailleurs sociaux sont venus s'inscrire. Je suis en contact avec des personnes en situation d'illettrisme, et puis finalement, je ne m'en rends pas compte, mais je fais à la place parce qu'il faut aller vite, et c'est la professionnalisation qui permettra
de changer de posture, qui sera sans doute la deuxième marche qu'on pourrait monter sur 2022. Le refus des jeunes d'aller en formation. D'ailleurs, il y avait objectif compétences clés qui ne remplissait pas les places proposées par la région. C'est un véritable blocage, alors que, j'accélère, alors que d'autres formats sont appréciés, c'est-à-dire des formats courts, des formats de 2 jours, où c'est sur des sujets, sur des projets. Pour Pôle emploi, les personnes ne vont pas chez Pôle emploi, à Pôle emploi pour aller en formation. Et de toute façon, à chaque fois qu'on veut les amener en formation, on les perd. C'est Eric qui disait ça ce matin. On les envoie quelque part, on les perd. Pour le RSA, c'est pareil. C'est des actions permis de conduire, des associations intermédiaires, etc. Dès qu'il va falloir aller en formation, ça va être compliqué. Et puis, ça va être compliqué parce que on raconte son histoire à quelqu'un d'autre. On va se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, en plus, on ne sait pas combien de temps ça va durer et ce que ça va me coûter. Alors là, je suis allée très vite. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. On perd les personnes. Et puis, dans la durée des apprentissages, les MSAP, Maison France Service, reçoivent énormément de monde sur différents thèmes. 2/3 des personnes ont des difficultés avec la langue. Et puis, 1/3 avec l'informatique. Alors, dans la langue, il y a aussi le jargon administratif qui a souvent été relevé. Donc, les contournements dont je vous parlais tout à l'heure, le professionnel doit apporter des réponses. Sur les territoires, plus la MDPH, donc le territoire ardennais est divisé en plusieurs territoires, et à l'intérieur de ces territoires, il va y avoir différentes associations ou des antennes. Ça peut compliquer, donc ça c'était la mission locale de Charleville, je crois, qui me disait que ça peut compliquer les partenariats, parce que du coup, on va ça multiplie les demandes, les remontées vers les services concernés. C'est-à-dire qu'il y a un enchevêtrement des circonscriptions d'action. Les maisons des solidarités ont des territoires qui sont propres à elles. Il y a les communautés de communes, il y a les missions locales, etc. Et donc, ça, vous connaissez l'organisation territoriale en France. Et du coup, ça crée des difficultés aussi de suivi et de coordination de l'action. Voilà. Donc, je passe rapidement. Donc, beaucoup de travailleurs sociaux, donc des accueils, des travailleurs sociaux à domicile qui découvrent le paquet de lettres qui n'est pas ouvert, qui abordent quelquefois l'orientation vers une formation. Les difficultés, attention, quand on est professionnel, c'est toujours le jargon. Parler français, parler avec des personnes, parler français. L'utilisation de la langue, c'est la langue dans son quotidien. On a vite fait d'être dans son jargon sans s'en rendre compte. Ça fait partie des enjeux de la professionnalisation d'ailleurs. Les obstacles, c'est aussi l'illettrisme des personnes âgées qui sont un petit peu laissées pour compte, puisque, pareil, on va faire rapidement à leur place. Ce sont les enfants qui vont faire. Et puis, il paraît compliqué de faire émerger la question de ce point de vue-là. Et pourtant, ce sont des personnes qui pourraient avoir envie de remédier ou de pallier leurs difficultés. Là, c'est le contournement dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai pris la maison France Service, mais ça existe avec d'autres. On remplit les dossiers, on fait la place, on peut faire des brouillons. Mais si vous l'écrivez à leur place, les personnes vous demanderont de faire, et demandent de faire à leur place au maximum, parce que votre écriture est quand même bien plus belle. Et dans cette situation, du coup, c'est-à-dire qu'on entretient le lien de dépendance vis-à-vis du coup des structures d'accueil. Ouais. Et puis, il y a des situations beaucoup plus tragiques. Je vous ai mis cet exemple parce que dans l'illettrisme, on ne parle pas assez du comté, pas le fromage. Excusez-moi. On ne parle pas assez du comté. C'est-à-dire que l'exemple qui m'a été confié là, des mamans qui doivent compter les mesures pour leur biberon. Elles ont un nouveau-né, elles rentrent à la maison, elles sont suivies par des travailleurs sociaux parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas forcément le premier enfant, il y a d'autres difficultés, etc. Et compter des mesures, c'est compliqué. Se concentrer, être présent à soi au moment où je mets les mesures dans le biberon. Compter le nombre de biberons, l'écart dont je vous parlais entre 2 prises. Et en plus, ça change.
c'est toutes les 3 heures, et après c'est toutes les 4 heures, mais alors là, et du coup, on peut s'y perdre, et du coup, il y a des mamans qui peuvent faire des bêtises, entre guillemets, et ça va être des situations qui peuvent être dangereuses pour le nouveau-né, et en tous les cas, qui vont interpeller le travailleur social. Hein, donc, c'est des situations... alors, et vous voyez, là, le besoin de la maman, des mamans, en tous les cas, c'est compter les écarts entre deux prises. Alors, j'en ai passé une. Pour la CAF, donc la CAF, la CPAM, la MSA, c'est aussi des agents d'accueil. On en a parlé, remplir des papiers, ça génère des incivilités. Ce sont d'ailleurs 3 entités qui font partie du collectif Illettrisme 08. Hein. Parce que, donc voilà. 20 à 25% des bénéficiaires de la CPAM ont des difficultés liées à l'illettrisme. Avec la MSA, la personne que j'avais interviewée me disait que oui, dans le milieu rural et dans le milieu agricole, les personnes qui sont allées qui sont allées peu à l'école, en tous les cas qui sont allées au travail rapidement et laisser tomber les écrits, peuvent avoir des difficultés avec la langue. J'appuie la technique, si vous voulez passer la suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, la représentation collective, on parle des idées reçues. Liées à l'illettrisme, en voilà une bonne d'idées reçues, c'est-à-dire qu'on veut toujours les envoyer en formation. Ah ben, s'ils ont des problèmes avec la langue, il faut les envoyer en formation. Puis ben, comme ça, s'ils apprennent à écrire, ça ira mieux pour eux. Sauf que, ou la remise à niveau. Hein, c'est-à-dire qu'on pense aux difficultés scolaires, ce qu'on n'a pas appris à l'école, on va le réapprendre en formation. Et alors que les personnes n'ont pas envie d'aller en formation, en tous les cas pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas envie d'y aller. Mais pour l'instant, les personnes, au départ, les personnes, elles ont envie d'être considérées comme des êtres humains avec leurs capacités, leurs compétences et leurs ressources, et ce qu'elles savent faire. C'est qu'une fois qu'on aura, qu'elles auront été en confiance, qu'elles pourront passer cette étape-là. Il y a un livre qui dit c'est passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire passer une porte et aller vers cette porte, c'est compliqué. Hein. Parce que je me suis entraînée à rester dans l'ombre, à ce que ça ne se sache pas, etc. Donc, oui, vouloir les envoyer en formation, c'est... Alors, les difficultés, c'est la sensibilisation à l'illettrisme. Il y a des partenariats autour des structures. Les partenariats dans les structures ont l'habitude, mais on ne connaît pas le public. Le lien social qui est à créer, la relation de confiance. Et là, on est du... Alors, je parlais anglais, tiens, je vais faire comme Olivier, du one-to-one. On va parler de 1 à 1, c'est-à-dire de parler avec des personnes individuellement, de faire connaissance avec ces personnes. Et ça demande un travail en réseau indispensable pour travailler sur la question de l'illettrisme, puisqu'il y a des centres de formation qui font ça, mais qui n'ont pas les personnes. Les personnes à l'accueil qui reçoivent les personnes en situation d'illettrisme, mais ce n'est pas leur job de remédier à l'illettrisme, et pourtant la relation de confiance, c'est vous qui commencez à la créer. Hein. Et c'est vraiment une question transversale. Tu n'as plus que 5 minutes, Josiane. Pour parler oui. Je pense que ça va être bon. Donc, dans les centres sociaux, il y a pas mal d'ateliers sociolinguistiques qui sont mis en place. Dans les ateliers sociolinguistiques, c'est souvent animé par des bénévoles. Il n'y a pas forcément de personnel dédié, où il y a des réseaux d'échange de savoir. Souvent, ce sont ou alors c'était Femmes Relais, je crois, à Sedan aussi, qui font des ateliers sociolinguistiques. Souvent, ce sont des ateliers qui ont du succès. Il y a des listes d'attente et puis les personnes qui y sont ont toujours envie d'y retourner. Donc finalement, vous voyez, sans demande, 65 places. Et puis il y a la question toujours de la professionnalisation des bénévoles, la question des outils, puisque les bénévoles ont souvent tendance, j'en ai rencontré, on va commencer par l'alphabet et puis par les sons, etc. Même si ce n'est pas ça, de ça dont ont besoin les personnes, mais les personnes ont besoin d'aller vers ce qui est nécessaire pour eux, remplir leurs papiers, leur compte Amélie, écrire pour demander des facilités de paiement, comment utiliser ma carte bancaire, est-ce que je peux faire mes comptes en ligne ?
C'est-à-dire que c'est des êtres humains, des adultes, comme vous et moi, mariés ou pas, avec des enfants ou pas, mais qui sont confrontés à la vie quotidienne, qui vont acheter le pain quand elles vont elles vont faire leurs courses avec un 20 €, elles font comme elles peuvent au jugé pour être sûres d'avoir assez d'argent si elles payent en liquide. Et c'est ça, la vie quotidienne des personnes en situation d'illettrisme. Une petite Oui. précision, en fait, le CERC, c'est le centre social au Oui. niveau de la ronde couture, hein. Donc, Oui. il y a 100 demandes par an, mais il n'y a que 65 places jusqu'à présent, ce que nous disaient les collègues du CERC. Ouais. Donc vous voyez, il y a un public qui est capté, mais il n'y a pas de réponse derrière, hein. C'est souvent la réponse qu'on m'a faite. Les difficultés, c'est le manque de visibilité sur les dispositifs et surtout sur le long terme. C'est-à-dire que les financements sont remis en question d'année en année. Il n'y a pas de réseau d'acteurs et la concertation est indispensable. Et puis, il est indispensable de proposer des actions adaptées aux besoins, les jardins adaptés, la pêche, le football, etc. Donc là, c'est le premier accueil. Donc oui, toutes les associations. Donc les associations caritatives, c'est pareil, c'est un public qui est capté. Les associations caritatives, il y a toujours un accueil. Il y a des personnes qui viennent, un accueil café, souvent, des personnes qui viennent s'asseoir, boire un café, qui vont discuter avec les bénévoles. Et là, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une relation de confiance qui est mise en place. Et là aussi, du coup, travailler ensemble, on est encore vers ce public qu'on cherche tant à contacter, il est là. Hein. Le facile à lire, les bibliothèques mettent en place, le label a été reçu dans 3 bibliothèques, c'est mis en place, il y a du personnel, il y a un besoin d'un personnel dédié sur ces questions-là, formé un peu et qui doivent travailler en partenariat compliqué, les bibliothécaires, surtout dans les toutes petites structures, mais pas que, tu me le diras sans doute. J'ai bien aimé ton expression, c'est souvent des multitâches, des couteaux suisses, ils ont tout à faire. Il y a des salariés, il y a des professionnels, il y a des bénévoles, méconnaissance du public. Et dans les fonds faciles à lire, ça va être compliqué d'aller jusqu'ici, d'organiser des partenariats, toujours pour cette question du public, qui je vais voir. Mais c'est quand même un train qui est en marche et qui peut nous aider dans la lutte contre l'illettrisme. Vers la remédiation, c'est faire connaissance, créer les relations de confiance, valoriser les compétences, hein, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc pour ça, on a... La diapo suivante, ça y est. Des réponses formatives, la réponse relationnelle, celle qui marche le mieux, la réponse culturelle qui vient juste derrière puisqu'il y a du relationnel qui est créé. L'axe du sport, Eric en parlait tout à l'heure, l'axe du sport et des loisirs. Les personnes en situation d'illettrisme ont des loisirs. Je pense souvent à la pêche parce que j'ai souvent entendu les personnes parler de la pêche. Hein. Donc voilà, la réponse formative, c'est ce que je vous disais. Le CNFPT, j'ai évalué une 50aine de personnes dans les Ardennes depuis 2013. Et puis, ce sont des formations qui sont mises en place. C'est toujours compliqué pour les services formation de repérer et d'envoyer ces personnes en formation. La question reste entière. Bruno, tu pourras en dire quelques mots, poser une question là-dessus si tu veux. La diapo suivante, j'espère accueille, alors les associations et la remédiation s'adressent aux FLE, c'est-à-dire que les FLE, ils ne sont pas invisibles, eux ils ont envie d'apprendre la langue, ils y vont. Hein. Et ça représente au total 1500 places. Vous avez vu la comparaison par rapport aux milliers de personnes dont je parlais tout à l'heure. Le Festival de l'écrit, Edris sera parmi nous en visio cet après-midi, qui travaille beaucoup justement autour de la remédiation avec la langue, autour de la culture, et c'est un vecteur formidable hein, qui marche vraiment bien, qui crée de la relation et de la confiance. Charleville Lecture, l'Observatoire de la lecture, hein, qui est ici, et Initial, ce sont vraiment les 3 acteurs incontournables avec qui on travaille depuis le début, peut-être même avant d'ailleurs que j'arrive, de ce diagnostic. Alors, on a réuni un collectif, je vous le disais, au service de cette cause. L'intention de ce collectif, ça a été pour 2021 de sensibiliser tous azimuts et de changer les représentations, de travailler en réseau, de recenser les ressources et d'identifier les besoins du public.
Donc, je vais appeler, si vous voulez bien, les personnes qui sont présentes dans la salle et qui font partie du collectif de venir vous mettre devant la scène de façon à ce qu'on vous voit. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Tout le monde n'est pas là. Donc, on a la mission locale de Charleville, la Fédération ardennaise des centres sociaux. Si vous voulez vous lever et venir vous mettre devant la scène. Vous êtes invité à venir nous rejoindre, oui, pour qu'on puisse bien s'apercevoir des personnes mobilisées pour le collectif. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas là, qui sont représentées par d'autres, qui représentent la structure. Le centre social Ouest Avenue, à Sedan, la maison, la MSAP de Sedan, le SARC, la bibliothèque Ronde Couture, la bibliothèque Voyelle, la médiathèque de Givet, la coordination culturelle des portes du Luxembourg. Du coup, on a une élue qui est là, qui représente son territoire. L'observatoire, j'en ai passé, mission locale de Sedan, l'observatoire de la lecture, l'association Aide et Action, dont vous verrez le kakémono qui est présent au fond de la salle, la direction de l'insertion et de retour à l'emploi, la direction des solidarités, la région Grand Est, les directions des territoires de Rethel, Sedan, Nord-Ardennes, Charleville, la MDPH, la médiathèque de Rethel, le centre social de Rethel, la médiathèque de Signy-l'Abbaye, oui, coordination culturelle et sociale de Rethel, la mission locale Sud-Ardennes, la CPM, la CAF, la médiathèque de Vouziers, le centre social de Vouziers, le centre social de Rethel, je l'ai dit 2 fois au moins, la bibliothèque départementale est là, le point de lecture Manchester qui est là aussi, dans le réseau de Charleville Lecture, et le réseau des médiathèques d'Ardennes Métropole. Et pour finir, la ronde des découvertes. Et la ronde des découvertes, qui est également ici, centre de formation bien connu sur le territoire ardennais. Donc, merci d'être monté sur scène. Jusque-là, on s'est toujours vu dans la médiathèque Voyelle, d'avoir un visuel de ce collectif. Ça donne de la force. En tous les cas, merci à vous et pour votre investissement sur ce sujet qui est... qui est louable, vraiment, et d'être aussi engagé, présent aux réunions, de lire les comptes rendus, de renvoyer des idées, parce que grâce à vous, on a vraiment avancé en 2021. Voilà, merci à vous. Encore des applaudissements. Encore des merci. Oui, je vais parler de la page Facebook. Oui, alors je vais juste parler. Il reste quoi ? Plus rien. Plus rien. Alors, donc le collectif ardennais, finalement, je ne vais pas en revenir plus que ça. L'idée, ça sera peut-être de construire un CRI, en tous les cas une structure qui pourrait soutenir le réseau, qui pourrait professionnaliser les acteurs qui en ont besoin. Et vous pourrez donc retrouver tout ce diaporama par un lien. Il y a aussi sur le document qui vous a été remis, la pochette, vous avez le lien de la page Facebook. Il y a une page Facebook, Collectif Illettrisme 08. Et du coup, je vais appeler sur scène Laurence et Cathy Finet. Voilà. Donc, excusez-moi, j'étais un peu plus longue que prévu.